Bonjour à toi, cher aventurier des internets, et bienvenue ici Guillaume pour une nouvelle petite présentation littéraire. Et aussi pour te rappeler de ne pas hésiter à t'abonner, à liker, à commenter et à partager si jamais la vidéo te plaît, si le concept te plaît, et même potentiellement aller voir d'autres vidéos. Bref, venons-en à notre sujet du jour. Notre sujet du jour qui est un ouvrage, encore une fois, un peu différent. La particularité de cette présentation, c'est qu'elle est d'actualité, parce qu'on va parler de l'effondrement d'une plateforme de crypto-monnaie, on va parler de la disparition d'un grand nombre de bitcoins, et on va parler justice. Alors si tu suis un peu l'actualité, tu n'es pas sans penser à FTX. FTX qui, il y a encore quelques mois, était la deuxième plus grosse plateforme de crypto actuelle, qui a coulé récemment. Sam Bankman-Fried, son fondateur, va être jugé avec d'autres hauts responsables de cette entreprise. La différence, c'est que entre FTX et l'histoire dont on va vous parler, c'est que ça se passe au Japon et que le personnage principal est français. Et évidemment, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à rester jusqu'au bout, parce que je vais pouvoir en dire beaucoup sur ce qui est raconté dans ce livre, je vais pouvoir en dire beaucoup sur cette affaire, et si tu veux savoir de quoi on parle, je le dis juste après la présentation. Jack Adelstein, c'est un Américain né à Columbia, dans le Missouri, en 1969. À l'âge de 19 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il part au Japon. Il part pas au Japon juste comme ça, il va faire ses études, et à l'âge de 24 ans, donc 5 ans plus tard, il devient journaliste d'investigation, et surtout le premier journaliste d'investigation du plus grand quotidien du Japon, qui, je crois, est peut-être même le quotidien le plus vendu au monde. Quotidien qui s'appelle le Yomiuri Shimbun. Très mal prononcé, si jamais tu sais mieux le prononcer, explique-moi en commentaire. Bref, c'est pas le sujet. Jack Adelstein, il va commencer par des petites affaires mineures, je sais pas, vol à l'étalage, chien écrasé, enfin bref, rien de spécial. Et après, il va continuer en entrant au press club d'un des commissariats de Tokyo. C'est-à-dire, globalement, un press club dans un commissariat, c'est la version japonaise de la censure. Dans le sens où les journalistes japonais vont respecter ce qu'on appelle le tabou du cerisier, donc le tabou de la police, ce qui veut dire que le journaliste ne va pas vraiment enquêter par lui-même, ou alors c'est mal vu, et il va faire quoi? Il va aller dans un press club, où la police japonaise va donner les éléments qu'elle souhaite aux journalistes, afin qu'ils puissent dire ce que la police a envie de dire, et ce que la police a envie que les gens pensent sur une affaire. Ce qui aide pas mal la justice quand tu veux avoir une opinion populaire qui est en accord avec ta perception des choses. D'ailleurs, si jamais tu veux en savoir plus sur le tabou du cerisier, je crois que c'est Louis San qui a fait une vidéo qui est plutôt intéressante dessus, donc n'hésite pas à passer voir ça une fois que tu as fini de regarder ma vidéo, évidemment. Mais Jack Adelstein, il s'arrête pas au press club, il continue, il va rentrer sur les sujets de mœurs et sur la criminalité organisée au Japon, et donc il s'intéresse aux Yakuza et à leur méthode de financement, à leur gestion financière. C'est pour ça qu'il a pu écrire Le Dernier des Yakuza, qui est une biographie d'un Yakuza qui l'a protégé quand il était menacé, quand il craignait pour sa vie, parce qu'il s'était intéressé d'un peu trop près aux finances et à l'organisation et aux grands dirigeants Yakuza, en fait. Mais ce n'est pas le sujet du dernier livre qu'il a écrit, le livre que je vais vous présenter aujourd'hui, où il va continuer de s'intéresser aux finances, mais cette fois-ci à la crypto-finance, avec « J'ai vendu mon âme en Bitcoin », par, évidemment, Jack Adelstein. De quoi va parler « J'ai vendu mon âme en Bitcoin ». Il parle évidemment de crypto-monnaie, je l'ai dit, il parle de Bitcoin, c'est mis directement dans le titre, difficile de se tromper là-dessus, mais surtout, là où il va y avoir un lien avec l'affaire FTX un peu, si on veut faire un parallèle, il va présenter l'effondrement du plus gros exchange, de la plus grosse plateforme d'échange de Bitcoin de l'époque. En 2014, Mt. Gox, donc l'exchange dont on va parler, c'est 70% de l'usage des bitcoins passe par cette plateforme. Alors je me permets une petite parenthèse, Mt. Gox, donc cette plateforme, cet exchange crypto, cette zone de transfert de bitcoin, à l'origine, ça n'a pas été pensé comme une plateforme de crypto. Mt. Gox, en fait, c'est comment dire,
C'était un forum, c'était un marché de vente de cartes Magic. Voilà, les cartes à collectionner. C'était l'endroit où tu pouvais aller vendre ton meilleur lotus blanc aux yeux bleus, te faire un peu d'argent. Ça s'est créé comme ça en 2009, et ça devient rapidement, parce qu'il y a l'apparition le développement des cryptos qui se fait à ce moment-là, ça devient, au fur et à mesure, une petite plateforme d'échange de cryptos, jusqu'à ce que Marc Karpelès, donc notre français, la rachète, la fasse grossir jusqu'au moment où, 5 ans plus tard, en 2014, ça soit la plus grosse plateforme d'échange de crypto. Voilà, tout simplement, 70% des bitcoins passent par là. Jack Edelstein, notre journaliste, notre auteur, il est là pour couvrir l'affaire Mt. Gox. Il est là pour couvrir l'affaire, mais aussi pour accompagner et soutenir le dirigeant de Mt. Gox, donc Marc Karpelès, ce Français qui se retrouve accusé. Donc Marc Karpelès, il a 29 ans, c'est un Français, il est là depuis quelques années au Japon, et il se retrouve dans le collimateur d'un des systèmes judiciaires les plus injustes de notre planète, la justice japonaise. Le concept de la justice japonaise, en plus de contrôler toute information qui va partir vers les médias, c'est de choisir, de façon plus ou moins arbitraire, un coupable. Pourquoi choisir un coupable? Parce que la police japonaise et la justice japonaise a un taux de condamnation de 99%, et que ça serait quand même bête de faire baisser ce taux en faisant une enquête. Alors, si jamais il y a un problème et qu'il y a un étranger qui est impliqué, dans ce cas-là, Marc Karpelès, dont la plateforme a perdu 850 000 bitcoins, soit 500 millions d'euros à l'époque, eh bien, il n'y a pas de possibilité autre à tout ça que ce soit Marc Karpelès qui a fait le coup, qui a fait un détournement de fonds. Et Jack Edelstein, comme j'ai dit, il est là depuis un petit moment. Au Japon, il connaît les affaires, il connaît la justice, et il est là un peu pour conseiller, pour accompagner notre Français. Notre Français qui se retrouve, évidemment, enfermé, en garde à vue, en boucle. Donc il ne peut pas en sortir, ce qui nous rappellera quelqu'un qui a réussi à s'en sortir. Et donc, Jack Edelstein, c'est pas juste un soutien qui va te dire « Oh là là, tiens bon, ne leur dis rien ». Jack Edelstein, il va faire ce que la police japonaise ne veut pas faire, c'est-à-dire enquêter. Jack Edelstein, il va donc enquêter sur la disparition de 850 000 bitcoins, et comme c'est quelqu'un qui aime bien faire les choses, qui aime bien avoir un contexte global, il va s'intéresser de façon globale aux crypto-monnaies. Il va partir sur la trace des pionniers du bitcoin, que ce soit Satoshi Nakamoto, donc le créateur de Bitcoin, ou que ce soit les premières personnes à l'avoir vraiment utilisé, à avoir vraiment fait la promotion du Bitcoin, en général, donc de la crypto-monnaie. Il va tous les rencontrer, que ce soit les idéalistes, que ce soit les spéculateurs, les libertariens qui en voient dans le Bitcoin un moyen de se détacher du gouvernement et des banques. Bref, Jack Edelstein, il rencontre beaucoup de monde pour comprendre ce que c'est et pour avoir une meilleure vision de ce qui a pu se passer, de ce qui a pu faire disparaître 850 000 bitcoins de Mt. Gox. Jack, il va faire son enquête aussi sur Marc Karpelès, qui quand même reste un suspect. Il va s'intéresser à sa vie depuis son arrivée au Japon en 2009. Il va suivre ses débuts dans l'entreprise, il va pister les failles qui peuvent apparaître dans le système, et que Marc va laisser se développer par manque de contrôle ou manque de vision. Des failles qui seront à l'origine de la disparition progressive des 850 000 bitcoins, et une disparition progressive qu'il ne sera pas en mesure de suivre et de comprendre. Jack, il va aller aussi plus loin sur d'autres aspects. Il va s'intéresser à tout l'écosystème qui va se créer autour du bitcoin, il va s'intéresser aux excès qui peuvent avoir lieu, aux débordements, il va s'intéresser au fait que ça va pouvoir permettre de financer le trafic de drogue, le trafic d'armes, trafic qui va pouvoir se faire par l'intermédiaire du dark web et du fameux Silk Road. D'ailleurs, si vous avez une petite connaissance de Silk Road, qui était globalement l'Amazon de la drogue et des armes sur le dark web, vous pouvez vous rendre compte que Silk Road est tombé en 2014, la même année que la chute de Mt. Gox. Est-ce qu'il n'y aurait pas alors des croisées d'enquête quand on voit les deux affaires se passer en parallèle, la chute de Mt. Gox au Japon et la chute de Silk Road aux États-Unis?
Est-ce qu'il n'y aurait pas potentiellement des agents fédéraux ripoux qui auraient participé à accélérer, voire même à créer la chute de Mongox? Potentiellement de la rétention d'informations d'un côté ou de l'autre que Jack Adelstein aurait découvert, voire même potentiellement du racket par des responsables de certaines de ces enquêtes. Et quand je dis tout ça, quand on commence à parler ripoux, quand on commence à parler racket, quand on parle trafic de drogue, trafic d'armes, forcément, ça nous intéresse, on a envie d'en savoir plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Marc Karpeles, notre jeune Français de même pas 30 ans, il est impliqué? Est-ce que il a été soupçonné d'être Dread Pirates Robert? On ne sait pas, peut-être qu'on le sait, mais que je ne vous le dirai pas parce que c'est bien pour ça qu'il faut lire ce livre. Pourquoi il faut lire J'ai vendu mon âme en Bitcoin de Jack Adelstein? Et bien parce qu'on veut avoir ces réponses, on veut tout savoir en à peine, attendez je regarde rapidement, même pas 200 pages. En même pas 200 pages, on a une histoire de fou qui se raconte dans ce livre. Mais je n'en dirai pas plus, je ne vous spoilerai évidemment pas parce que ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est évidemment de vous donner envie de lire ce livre, de lire tous les livres que je présente. Il est désormais temps de vous donner mon avis, même si vous vous en doutez peut-être déjà un peu. Il s'agit, encore une fois, d'une agréable, d'une merveilleuse surprise que d'avoir trouvé et lu ce livre. Particulièrement si vous aimez le Japon, particulièrement si vous vous intéressez au Japon au point d'avoir envie de connaître les histoires un peu sombres qui s'y passent, si vous avez envie de comprendre peut-être la justice japonaise et à quel point elle ne tient pas à savoir qui est coupable, mais à avoir un coupable, comme pour le premier livre de Jack Adelstein que j'ai présenté, la force et la faiblesse du livre, c'est exactement la même, c'est la plume de notre auteur. Jack Adelstein, ce n'est pas un romancier, Jack Adelstein, c'est un journaliste. J'ai vendu mon âme en Bitcoin, c'est plus écrit comme une enquête policière, une enquête journalistique, que comme un roman. C'est écrit comme une enquête, mais ça se lit comme un thriller. C'est passionnant, tu veux savoir où on va, tu veux savoir ce que l'on va pouvoir découvrir, tu veux comprendre l'enquête, tu veux comprendre le monde des cryptos qui se passe autour. C'est encore plus intéressant du coup si tu n'es pas déjà un expert crypto, parce que ça te donnait pas mal d'éléments sur la crypto-monnaie, son fonctionnement, le Bitcoin. Bref, encore un argument de plus pour le lire. La plume de Jack Adelstein, aussi, par son côté journalistique, c'est que ça va te donner énormément d'informations. Et ce n'est pas biaisé. Jack, il n'est pas là pour te dire « il faut penser ça, telle est la réponse ». Non, il te donne les éléments, il soulève des possibilités, et c'est à toi de te faire ton opinion. Bref, c'est génial à lire, et comme c'est génial à lire, alors n'hésite pas, évidemment, à le lire, à foncer en librairie pour le trouver, ou à cliquer dans le lien en description pour acheter le livre directement sur Amazon, j'ai mis un petit lien. Pense évidemment aussi à t'abonner, à liker la vidéo, déliker la vidéo, la reliker, la déliker, la reliker, la déliker, bref, au final, la reliker. L'état final de ton compte, ça doit être évidemment d'être abonné à Guillaume Cogite, nouveau nom de la chaîne, d'avoir liké la vidéo, de l'avoir partagé à tes amis, potentiellement même commenté, qui sait, faisons monter le référencement. Notre escale littéraire arrive maintenant à sa fin. Merci d'être resté jusqu'au bout. Merci pour ton soutien. À bientôt. Salut. PS, pendant que j'y pense, si jamais tu as envie que je présente Tokyo Vice de Jack Adelstein, je l'ai aussi dans ma bibliothèque, dans ma pile à lire. Alors n'hésite pas à le dire en commentaire, comme ça je pourrais prévoir une de mes prochaines vidéos. Encore une fois, merci à toi. Salut!